Bonjour, bienvenue dans Géopolitis. C'est un monde en devenir que nous allons décrypter aujourd'hui, un monde où l'intelligence artificielle surpassera dans bien des domaines l'intelligence humaine. Et voici notre sommaire. L'intelligence artificielle est devenue le nouveau champ de bataille des grandes puissances. La Chine et les États-Unis s'y disputent la suprématie dans les affaires du monde. Cette révolution technologique est-elle la promesse de plus d'égalité, plus de démocratie? Au contraire, le big data et les algorithmes nous emmènent-ils vers des sociétés de plus en plus totalitaires? À quel bouleversement faut-il nous préparer? Les algorithmes, le big data, vont-ils tuer des centaines de millions d'emplois? Si vous postulez à un emploi, il y a de fortes chances que votre CV soit analysé par des algorithmes. Pareil, si vous souscrivez une assurance, l'intelligence artificielle évaluera votre niveau de risque. Les systèmes d'intelligence artificielle vont profondément modifier nos existences. Pour le meilleur, ils nous aideront à guérir nos maladies, prévoir les épidémies, faire reculer la pauvreté et résoudre nos problèmes climatiques et énergétiques. Pour le pire, ils nous conduisent vers des sociétés de la surveillance où la sphère privée se réduit comme peau de chagrin. Искусственный интеллект – это будущее не только России, это будущее всего человечества. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира. Le président russe a été parmi les premiers à exprimer les enjeux géopolitiques de ces bouleversements. Un nouvel ordre mondial se joue sur le champ de bataille de l'IA et de l'informatique quantique, où désormais des entreprises existantes depuis à peine 2 ou 3 décennies rivalisent avec la puissance des États. C'est avec Pascal Boniface, directeur et fondateur de l'IRIS, que nous allons décrypter les enjeux de cette révolution numérique. Mais avant cela, quelques pistes sur ces bouleversements. On commence par Israël, petit pays mais très performant sur le terrain de l'intelligence artificielle. Jean-Philippe Chalère avec au montage Laurent Hauert. Un visage figé pour l'éternité, celui d'Abraham Lincoln. Figé, pas vraiment, regardez plutôt. Ce sourire énigmatique du grand président américain est passé par la moulinette de l'IA, l'intelligence artificielle. Et voici le trucage. C'est une vidéo d'un acteur qui sert de support à l'animation. Engouement énorme pour le site israélien Deep Nostalgia qui redonne vie aux photos anciennes. Le procédé vient d'une technologie mise au point par les services secrets israéliens. Des services également au cœur de la stratégie anti-Covid. Géolocalisation, vidéosurveillance ou encore relevé de cartes bancaires. Au nom de la lutte antiterroriste, le Shin Bet a accès aux données personnelles, très utiles pour rompre les chaînes de contamination dans un pays souvent désigné comme Startup Nation. Les entrepreneurs travaillaient déjà avec des universitaires, le gouvernement et des professionnels de la santé. Donc il a été possible de maîtriser la technologie de base, très souvent basée sur l'intelligence artificielle, et de l'adapter afin de relever le défi de la crise du coronavirus. Mais au pays champion du monde de la vaccination, l'intelligence artificielle au service de la lutte anti-Covid n'est pas une totale réussite, en raison du faible engouement pour l'application de traçage. Israël est l'un des nombreux acteurs lancés dans ce que l'on appelle la course aux armements de l'IA. Sur cette carte, on voit que les États-Unis dominent encore largement la recherche et développement avec la Silicon Valley qui attire les meilleurs ingénieurs du monde entier. Le nombre de brevets au niveau mondial a doublé entre 2005 et 2015, avec les États-Unis toujours en tête. Le marché de l'IA passant de 200 millions de dollars en 2015 à une estimation de 90 milliards en 2025. Bras de fer titanesque en vue, la Chine veut être leader de l'innovation en intelligence artificielle en 2030, grâce au volume énorme de données collectées sur une population sous surveillance. Une compétition sans pitié avec l'Inde, la Russie, le Canada et l'Union européenne. Je souhaite que l'Europe soit l'un des leaders de cette intelligence artificielle. Nous en avons les moyens et nous allons en créer les conditions. Et si les robots finissaient par prendre le pouvoir?
je reviendrai. L'intelligence artificielle a la capacité d'échapper à notre contrôle, selon une inquiétante étude de l'Institut Max Planck. Dans l'immédiat, ce sont surtout 30 à 40% des emplois qui pourraient disparaître. Plus besoin de chauffeurs de taxi avec la voiture autonome, ni d'interprètes avec la traduction automatique. Mais les avocats, les chirurgiens font aussi partie des professions menacées. Certains verront plutôt dans l'IA les avantages indéniables, l'abolition du travail répétitif, l'aide au quotidien avec les applications à tout faire. Malgré tout, les problèmes liés à l'intelligence artificielle sont vertigineux. Hypersurveillance, comme la dernière trouvaille d'Instagram pour détecter l'âge des utilisateurs, cyberattaques, fake news avec les deepfakes, armes autonomes et robots tueurs. Mais on peut échapper à Matrix. Bienvenue dans le monde réel. Il faut simplement en revenir au grand écrivain Monterland, l'avenir est dans les volontés, non dans les prophéties. Bonjour Pascal Boniface. Bonjour Marcel Mion. Vous dirigez à Paris l'Institut des relations internationales et stratégiques et ce n'est pas un hasard si vous êtes là, vous venez de publier Géopolitique de l'intelligence artificielle. Si on commence par l'emploi, est-ce qu'on ne s'inquiète pas un peu trop parce que quand sont arrivées la machine à vapeur ou les locomotives à vapeur, il y a aussi des gens qui étaient terrorisés? Oui, effectivement, à chaque fois qu'il y a eu un progrès technique ou technologique, les hommes ont eu peur que tout change et qu'ils ne retrouvent pas le confort ou les métiers qu'ils avaient auparavant. La différence avec l'intelligence artificielle, c'est la rapidité et l'ampleur des nouveautés. Parce que tous les secteurs du travail peuvent être concernés, aussi bien les journalistes que les avocats, que les médecins, que les interprètes ou les chauffeurs de taxi. Donc c'est à peu près presque tous les métiers qui pourraient être concernés, et ceci dans un temps extrêmement rapide. Donc il ne faut peut-être pas être alarmiste, mais en tous les cas, il faut être vigilant. Mais vous ne pensez pas, comme Karl Marx, que l'automatisation de la production pourrait aboutir à la libération du prolétariat ? Alors effectivement, et on pourrait dire que tout ceci va créer une corne d'abondance et que les forces productives, pour reprendre un vocabulaire marxiste, vont permettre à chacun de pouvoir avoir ses besoins satisfaits. Sauf que l'on voit très bien que les gens du numérique ne sont pas tellement partageurs et que ni M. Elon Musk ni M. Bezos, pour l'instant, n'ont montré des signes de volonté de partager les richesses. On assiste plutôt à un accroissement des inégalités et c'est en ce sens-là qu'il faut être vigilant parce que aussi bien l'intelligence artificielle pourrait déboucher sur une société harmonieuse où les biens seraient à disposition de tous, mais également une société où il y aurait beaucoup de chômeurs et quelques fortunes, quelques personnes qui auraient acquis une fortune et qui voudraient se protéger de l'ensemble de cette masse de gens qui seraient devenus à leurs yeux inutiles. Dans votre livre, vous donnez l'exemple de Blue Frontiers, ce projet pour hyper riches, et puis vous donnez aussi des exemples dans le domaine de la santé, en termes d'inégalité. Oui, effectivement, si les progrès pourraient être réservés à quelques-uns qui cherchent la vie éternelle, c'est le rêve pour certains de transhumanisme, et puis d'autres, dans la mesure où on n'aurait pas besoin d'eux. Lorsque Bismarck invente la sécurité sociale, c'est pour fournir à l'industrie allemande des ouvriers en bonne santé et des militaires en bonne santé. Si on n'a plus besoin de cette masse de personnes, qui ira s'en occuper? Et puis, il y a ces rêves un petit peu utopiques, mais il faut faire attention à ce qu'ils ne soient pas réalisés, où quelques grandes fortunes s'isoleraient dans des îles artificielles et échapperaient à la fois au partage, à l'impôt, et vivraient dans une société coupée du reste du monde où ils garderaient pour eux-mêmes les avantages de l'intelligence artificielle. Et puis on assiste aussi autour de l'intelligence artificielle en Chine à l'émergence d'un gigantesque complexe militaro-industriel, militaro-numérique, avec comme objectif aussi de contrôler les citoyens chinois, de contrôler la société. Effectivement, il y a un contrôle social qui se met en place en Chine et on peut dire que l'intelligence artificielle donne à certains dirigeants des pouvoirs et des droits que George Orwell n'aurait pas imaginé possible lorsqu'il a écrit son roman 1984. Donc tous ces exemples montrent qu'il faut une régulation, c'est qu'il ne faut pas laisser l'intelligence artificielle se développer sans contrôle parce qu'elle peut donner le meilleur et le pire. Elle peut nous permettre de nous retrouver facilement, de communiquer plus facilement, de pouvoir échanger, de pouvoir avoir accès à l'information, mais aussi elle pourrait être le moyen d'une société réellement totalitaire. C'est pour cela qu'il faut vraiment faire très attention et qu'il faut que l'on garde le pouvoir de décision par rapport à ces progrès technologiques.
Est-ce que ce contrôle politique, Pascal Boniface, passe par exemple en Occident par le démembrement de ces géants du numérique et par la suppression de leur impunité fiscale, par exemple? Alors, l'évasion fiscale doit être combattue et les géants du numérique en sont les champions. Ce sont les médailles d'or de l'évasion fiscale parce ils payent à prix d'or des gens très compétents qui trouvent toutes les ficelles pour échapper à l'impôt et donc pour échapper finalement à l'effort commun pour l'ensemble des autres activités. Et puis, effectivement, ce qu'il faut craindre, c'est le monopole. Et si l'un d'entre eux commence à avoir un monopole, et on parle de Google, par exemple, pour les moteurs de recherche, eh bien, cela pourrait effectivement priver finalement, d'une part, la compétition, ça pourrait priver d'un accès à l'information et le monopole dans ce domaine comme dans d'autres peut être dangereux. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que, y compris aux États-Unis où sont nés ces grands géants numériques, eh bien, il commence à y avoir des projets de démantèlement pour ne pas donner lieu à la constitution de monopoles qui seraient contraires à la fois à l'innovation et aux libertés. On le voit aussi en Chine, où le pouvoir ne laisse pas la bride ouverte à ces grands monopoles. On a vu l'exemple d'Alibaba et de Jack Ma mis à l'écart pendant quelques semaines. C'est très frappant, effectivement. Dans un premier temps, le régime chinois a laissé les entreprises numériques se développer parce qu'il y avait intérêt et que ceci servait la puissance du pays et du régime. Et puis, ils ont eu peur que certains géants numériques prennent trop d'importance. Du temps de Mao Tse-tung, il y avait un slogan qui était « Le parti commande au fusil ». Et là, Xi Jinping a rappelé à Jack Ma, le patron d'Alibaba, que c'est toujours le parti qui commandait et qu'il ne fallait pas qu'une entreprise privée et que son propriétaire prennent trop d'importance et viennent empiéter sur les plates-bandes du politique et du régalien. Alors on va aborder la question de la Chine et de son duel avec les États-Unis, mais tout d'abord, ce sujet de Juliette Galeazzi, c'est comment la Chine utilise et teste ces technologies numériques, ces algorithmes sur le continent africain. On se retrouve juste après. Ambiance de fête devant le nouveau siège de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie. Les chefs d'État africains se bousculent pour inaugurer l'édifice, un géant de verre et d'acier offert par la Chine pour 200 millions de dollars. Ce gigantesque complexe en dit long sur notre amitié envers les peuples africains et porte témoignage de notre entière détermination à aider l'Afrique dans son développement. Une amitié célébrée, mais une amitié ambiguë. Par la suite, on découvrira que le bâtiment chinois était truffé de micros et de systèmes de surveillance. Selon des révélations du Monde, les contenus ainsi captés étaient directement transférés sur des serveurs à Shanghai. L'exemple illustre à lui seul l'intérêt de la Chine pour le continent. À ce jour, des milliards ont déjà été dépensés pour bâtir des routes et des ports, des barrages et des chemins de fer, et c'est loin d'être fini. Car l'Afrique fait partie intégrante des routes de la soie, ce chantier titanesque qui entend relier Pékin au reste du monde, notamment grâce à des milliers de kilomètres de câbles sous-marins de liaison Internet, dont 6000 entre la Chine et l'Afrique via le Pakistan. De quoi faciliter dès la fin 2021 les échanges d'informations avec Djibouti, la Somalie, le Kenya et à plus long terme l'Afrique du Sud. Plus encore que les Américains Google ou Facebook, Huawei est impliqué dans plusieurs chantiers visant à combler le fossé numérique du continent africain. Un data center au Cameroun, la 5G en Afrique du Sud et de la vidéosurveillance au Kenya, comme dans 12 autres pays africains. Parmi eux, le Maroc, le Nigeria, l'Ouganda ou encore le Zimbabwe. Au Zimbabwe, le recours à l'intelligence artificielle a même franchi un pas de plus. En 2018, le pays a cédé toutes les données biométriques de ses citoyens à une start-up chinoise, CloudWalk, en échange d'un accès illimité à son système de reconnaissance faciale. Une façon pour le gouvernement de traquer des individus et pour la Chine d'élargir sa capacité à reconnaître des visages du monde entier. Cette intelligence artificielle, c'est le nouveau champ de bataille entre les grandes puissances, avec un duel formidable entre la Chine et les États-Unis. Mais quelle est au fond la différence avec l'époque de la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis ?
Alors c'est très différent dans la mesure où la Chine économiquement est beaucoup plus importante que n'était l'Union soviétique. Au meilleur de sa forme, l'URSS n'a représenté que 40% du PIB américain. La Chine est déjà à 70% et elle continue de grignoter sur les États-Unis. Et puis surtout, l'URSS était en retard technologiquement. C'est pour cela qu'elle a implosé. Alors que la Chine, eh bien sûr, le domaine de la haute technologie est en train de concurrencer, peut-être même de dépasser les États-Unis. Donc en fait, pour les États-Unis, c'est un peu une double menace, menace stratégique, mais aussi menace technologique, ce qui n'était pas le cas pour la confrontation qu'ils avaient du temps de la guerre froide avec l'Union soviétique. Et on voit les États-Unis résister. Il y a par exemple l'exemple de Huawei empêché de développer ses activités aux États-Unis. Il y a la guerre des semi-conducteurs. Donc on est entré dans une nouvelle guerre froide de l'intelligence artificielle, non ? Oui, effectivement, parce que aussi bien Xi Jinping que Donald Trump et maintenant Joe Biden savent très bien que celui qui maîtrisera l'intelligence artificielle et celui qui fera la course en tête aura un avantage compétitif stratégique majeur sur l'autre. Et dans ce grand duel qui est l'événement géopolitique pour les années à venir entre Pékin et Washington, l'intelligence artificielle occupe une place extrêmement importante, voire même majeure. Et donc chacun mise, et c'est quelque part un aveu de faiblesse de la part des États-Unis d'en être réduit à interdire des géants chinois de s'introduire sur le marché américain parce qu'ils reconnaissent finalement qu'ils ne peuvent pas lutter par le seul jeu de la concurrence. Vous dites même que ces géants chinois sont en train d'acquérir un avantage décisif sur le génie ou sur la science occidentale. Oui, parce qu'ils forment beaucoup plus d'ingénieurs en Chine qu'aux États-Unis, qu'il y a, de par la population, une masse de données beaucoup plus importante et que, par ailleurs, les citoyens chinois sont beaucoup plus disposés, volontairement ou non, de laisser accès libre à leurs données que ne le sont les citoyens américains. Donc, effectivement, alors que la Chine était très en retard, il y a eu un choc en Chine lorsqu'une machine de Google a battu le champion du monde du jeu de Go chinois, mais ceci a créé un électrochoc en Chine, on a parlé d'un moment Spoutnik, et depuis la Chine a très largement rattrapé son retard, voire même peut-être fait déjà la course en avant, et quand on voit que par exemple les États-Unis interdisent l'application TikTok sur son territoire, auparavant c'était les pays communistes qui interdisaient des éléments culturels occidentaux de peur qu'ils pervertissent la jeunesse communiste chinoise ou soviétique. Donc on ne surestime pas les capacités chinoises dans ces technologies du futur. Non, pas du tout. C'est une décision prise au plus haut niveau de la part de Xi Jinping, avec non seulement un investissement massif, une formation massive, l'investissement également des collectivités locales qui sont en concurrence, et puis une masse de jeunes gens qui ont vu que leurs grands-parents avaient faim et qui estiment qu'ils ont d'immenses possibilités, qui ne comptent pas les heures de travail et qui veulent devenir riches très rapidement et qui font ainsi et qui contribuent ainsi à leur manière à la puissance de leur pays. Et puis, dans cette grande course mondiale à l'intelligence artificielle, il y a des grands pays, on parle de l'Inde, parfois du Brésil, et puis des petits comme Israël. Oui, effectivement. Et là encore, d'ailleurs, il y a toujours une fusion entre civils et militaires. Aussi bien en Chine qu'aux États-Unis, on parle souvent de petits génies qui auraient bricolé Apple dans leur garage. Ils ont quand même bien aidé par le Pentagone, également en Chine. Et en Israël, effectivement, l'intelligence artificielle en Israël, qui est très développée, effectivement, est une prolongation des services militaires israéliens qui ont toujours été dans l'observation, dans la saisie des données, dans la saisie de l'information extrêmement en avance. Donc, quelque part, ce sont des retombées civiles d'applications militaires. Et ce sera déjà ma dernière question, Pascal Boniface. Dans cette course, quelle est la place de l'Europe ? Est-ce qu'elle doit s'allier aux États-Unis ou est-ce qu'elle risque de devenir un colon numérique de la Chine ? Alors, il faudrait éviter l'un et l'autre et qu'elle développe sa propre stratégie, qu'elle développe ses propres intérêts. Nous sommes un peu en retard, mais pour ce qui concerne les données industrielles, les données de santé, la partie n'est pas encore jouée. Et la nouvelle Commission européenne investit ce champ parce qu'il y a une prise de conscience d'un retard important. Les pays ou le groupe de pays qui ne miseraient pas sur l'intelligence artificielle seraient autant déclassés que les pays au 19e siècle qui n'ont pas pris la route de la révolution industrielle. Donc l'enjeu, il est majeur. C'est un enjeu de souveraineté. Merci Pascal Boniface, c'est toujours un plaisir de vous recevoir dans Géopolitis. À bientôt. C'est toujours un plaisir d'y être. Merci. Merci, à bientôt.
Nous avons évoqué le risque d'une société de la surveillance et du contrôle. On pourrait imaginer aussi une intelligence artificielle au service de nos démocraties. Jusqu'où seriez-vous prêt à vous laisser guider par les algorithmes pour devenir un parfait citoyen augmenté? La question est posée dans une étude de l'Université de Genève. Mélanie Oyon. Les Suisses ont dit oui le 27 septembre dernier à l'achat de nouveaux avions de combat pour l'armée. Un vote qui s'est joué sur le fil, à 8000 voix seulement. Imaginez un instant qu'au pays de la démocratie directe et des Landsgemeinde, une intelligence artificielle vote à votre place. Yes, definitely. Cette question, très controversée et récemment formulée par un professeur du MIT, est prise comme idée d'étude par une équipe de l'Université de Genève. Il a fait une proposition un peu extrême et il a dit mais peut-être qu'on pourrait envisager la création de clones d'intelligence artificielle qui pourraient voter à notre place. Et donc, qu'en pensez-vous ? On a déjà des intelligences artificielles qui sont aujourd'hui utilisées pour modéliser la réalité. Mais dans quelques années, on pourrait également imaginer d'avoir cette même modélisation, c'est-à-dire une représentation artificielle d'un ensemble pour notre manière de penser. Et donc, si on a une intelligence artificielle qui est totalement fiable et fidèle totalement à la manière dont on pense et que l'on va voter, en fait, on peut se poser la question de savoir si on a besoin d'un parlement, par exemple. Parce que, typiquement, on pourrait toutes et tous avoir un clone qui nous représente en permanence auprès du gouvernement. Et donc, l'État pourrait savoir tout le temps, 24 heures sur 24, ce que la population pense. On est encore loin du parlement de clones, mais cela pose évidemment toute une série de questions éthiques et de sécurité. Ces avatars numériques seraient-ils imperméables aux fake news et aux cyberattaques ? Même sans aller aussi loin, par exemple sur une attaque de ces clones, on peut revenir déjà plus au présent avec la question de la discrimination et des biais qui sont dans le code de ces programmes d'intelligence artificielle. Puisque les programmes d'intelligence artificielle sont basés sur des algorithmes, ces algorithmes sont écrits par des personnes. Ces personnes sont souvent des hommes blancs dans les pays développés. Alors jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour entrer dans une ère de démocratie augmentée ? Vous faire simplement conseiller par une application ou carrément confier votre voix à votre propre clone numérique ? Cette étude de l'Université de Genève vise à sonder les Suisses. Ils pourront se prononcer sur ce site dès le 1er avril. Le nom d'Alan Turing vous dit-il quelque chose? Ce brillant mathématicien britannique a été, dès la fin des années 40, le premier à explorer cette idée de machines capables de produire leur propre intelligence. Mélanie Oyon nous rappelle son destin absolument extraordinaire et c'est notre rubrique ce jour-là. Un cahier de notes adjugé à $1 million. C'était en 2015 à New York. Un petit morceau d'histoire de la Seconde Guerre mondiale dans ce carnet d'Alan Turing. C'est lui, ce mathématicien britannique de génie, qui avait réussi à percer le secret de la fameuse Enigma, machine réputée inviolable qui cryptait les messages de l'armée allemande. Alan Turing donne au Royaume-Uni un accès privilégié aux communications militaires secrètes de l'Allemagne nazie, ce qui précipitera la chute du Troisième Reich. Cette prouesse technique et scientifique a été remise en lumière grâce à ce biopic, Imitation Game, sorti en 2014. Avez-vous déchiffré le moindre message allemand? Vous ne pourrez jamais comprendre l'importance de ce que je suis en train de créer là! Notre patience a atteint ses limites. Après la guerre, Alan Turing poursuit ses recherches sur les machines, persuadé qu'elles peuvent être dotées d'intelligence. En 1950, il publie le test de Turing qui évalue la capacité d'une machine à imiter la conversation humaine. La notion d'intelligence artificielle était née. 1 an plus tard, il anticipait déjà les risques et les dérives. À un moment donné, nous devons nous attendre à ce que la machine prenne le contrôle.
Sa carrière s'achève brutalement en 1952. Alan Turing est condamné pour homosexualité et évite la prison en acceptant une castration chimique. Il meurt 2 ans plus tard, à l'âge de 41 ans, par un empoisonnement au cyanure. L'enquête conclut au suicide, mais plusieurs spécialistes penchent pour une ingestion par accident. Ce n'est qu'en 2013 qu'Alan Turing est reconnu héros de guerre et gracié à titre posthume par Élisabeth II elle-même. Sur les nouveaux billets de 50 livres qui seront bientôt mis en circulation, c'est d'ailleurs le visage d'Alan Turing qui remplacera le portrait de la reine. Pour prolonger cette édition de Géopolitis, il y a bien sûr le livre de notre invité aujourd'hui, Pascal Boniface, Géopolitique de l'intelligence artificielle, comment la révolution numérique va bouleverser nos sociétés. C'est paru tout récemment aux éditions Erol. À réécouter l'émission Culture Monde sur France Culture, les nouveaux champs de bataille de l'IA, avec ce qu'en disait le champion d'échecs Garry Kasparov en 1997 déjà, après avoir été battu par l'ordinateur Deep Blue. Que ça vous plaise ou non, les gens détestent l'entendre, nous vivons une cyberguerre froide. Tous les grands pays sont capables d'attaquer, mais naturellement, les pays qui ne sont pas dirigés par des gouvernements démocratiques ont une approche plus agressive parce qu'ils n'ont pas de limites. Nous pensons que respecter les règles est bénéfique. Eux pensent que violer les règles est avantageux. La semaine prochaine, America is back. Comment, en 100 jours, Joe Biden a repositionné les États-Unis sur la scène internationale. C'est à 13h10, après le journal. Nous avons changé d'horaire sur RTS 1. Salutations à vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux et partout ailleurs grâce à notre partenaire TV5 Monde. Je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.